Bonjour, merci à tous de nous rejoindre sur ce numéro spécial d'Assurance TV consacré à la DDA et à ses enjeux majeurs pour lequel nous aurons deux débats successifs. La directive sur la distribution d'assurances vise à renforcer la protection des consommateurs dans leurs relations avec tous les distributeurs d'assurance. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir sur ce plateau en direct pour ce débat de 25 minutes Monsieur Bernard Delas, vice-président à CPR, Monsieur David Charlet, président de l'ANACOFI, Monsieur Frédéric Passier-Desvignes, Planète Courtier pour synthétiser, et Patrick Raffort, président de la FG2A. Bonjour messieurs. Bonjour. Je vous rappelle qu'Assurance TV, c'est aussi le direct, c'est aussi le live tweet. Donc, vous pouvez poser vos questions sur le hashtag Assurance TV tout attaché. Ma première question s'adresse à Monsieur Bernard Delas. En gros, quels sont les impacts majeurs sur la mise en œuvre de la DDA? Merci Jean-Luc Gambet. La DDA, je pense qu'il faut commencer par préciser quel est son champ d'application par rapport à la directive que nous connaissons aujourd'hui et qui est en vigueur et qui met un coup de projecteur sur l'intermédiation. La directive distribution assurance, elle met le focus sur la distribution, quelles que soient ses modalités, qu'elles soient intermédiaires avec des courtiers, des agents, ou qu'elles soient directes. Le fait de la société d'assurance qui utilise ses propres réseaux ou qui distribue ses produits en direct. Donc, objectif de la DDA, la protection du consommateur dans toutes les dimensions de la distribution. Alors, quels sont les enjeux majeurs? Je me contenterai de les citer, on y reviendra sans doute dans le débat. Le premier grand domaine dans lequel la DDA fait innovation, c'est ce qu'on appelle la gouvernance des produits. Il s'agit de définir un marché cible avant de créer un produit nouveau et de définir un produit qui soit précisément adapté aux exigences et besoins du consommateur appartenant à cette cible de clientèle. Et puis adapter la distribution aux objectifs poursuivis et à la cible de clientèle prédéfinie. C'est le premier grand domaine de novation de la DDA. Le second, il porte sur le devoir de conseil, essentiel. Il existait déjà en droit français, il est confirmé et amplifié dans la directive avec 3 niveaux de conseil. Celui qui figurait déjà dans notre droit, dans le Code des assurances, c'est le premier niveau. Et puis un deuxième niveau avec un devoir de recommandation personnalisée qui peut atteindre, dans certains cas particuliers, un 3e niveau avec la recommandation personnalisée indépendante. Et puis, DDA porte aussi sur les aspects de rémunération, nous y reviendrons sans doute, et d'incitation dans les systèmes d'intéressement des vendeurs et des réseaux commerciaux. Et puis, 2 points supplémentaires, l'information précontractuelle, c'est-à-dire le document qui doit être remis au client avant la signature du contrat, document d'information qu'on appelle l'IPID en dommages et le KID en assurance vie. Et puis, dernier aspect, vous y reviendrez tout à l'heure, la formation. Mais si vous deviez retenir qu'un mot, je dirais que ce qui est important dans la directive, c'est qu'elle incite plus encore que les textes actuels à agir en permanence de façon honnête, impartiale, professionnelle, au mieux des intérêts du client. Merci de votre introduction. On va faire un petit tour de table sur les impacts majeurs perçus par les uns par les autres. Je m'adresse à David Charlet. Quel est, de votre point de vue, donc, l'impact majeur ou les impacts majeurs de la mise en œuvre de la DDA?
Bonjour à tous. Les impacts majeurs pour nous, je pense qu'ils ont été tous assez bien listés. Sur les professionnels que je peux représenter, on imagine assez bien les impacts. Ça veut dire plus de protocoles rédigés. On ne le mesure pas, mais ça avait déjà une révolution qu'on avait connue chez les CIF en France quelques années avant, presque une dizaine d'années avant. C'est une grosse révolution, puisqu'on passe de professionnels qui ont plutôt l'habitude de vous dire « je fonctionne comme ceci », maintenant on dit « maintenant vous allez l'écrire » et vous allez vérifier que vous le faites vraiment. Donc ça, c'est un enjeu qui est vraiment un enjeu central, parce que s'ils arrivent à le faire correctement et s'ils ne se noient pas là-dedans, les choses devraient raisonnablement bien se passer, et ce qu'ils risqueront de leurs régulateurs, c'est juste une remontrance. S'ils n'y arrivent pas, par contre, ils vont réellement se trouver en défaut et à un moment pris au piège de la réglementation. Ça, c'est un gros enjeu. L'autre enjeu, on l'a dit pour nous, c'est de mettre tout le monde à niveau, donc ça veut dire formation. Et bien entendu, ces deux aspects-là vont concourir à ce que l'on va amener au client lui-même. Donc la prestation livrée au client va forcément être modifiée du fait de ce qu'on va voir venir de ces deux aspects des choses. Bien sûr, vous l'avez dit, on a aussi l'aspect rémunération. Il ne faut pas oublier que nous parlons d'entreprises. Ces entreprises ont besoin de gagner leur vie et puis de la faire gagner également aux salariés et aux équipes qui y a à l'intérieur. Donc la réforme des modes de rémunération ne sera absolument pas neutre. Il va pour certains falloir repenser un peu leur modèle. Alors, pas forcément leur modèle de distribution juridiquement, mais en tout cas dans le schéma de pourquoi je gagne et comment je l'explique également, ce qui pour certains va être assez nouveau. Pour certains en particulier, vous avez on a tout le sujet des conflits d'intérêts, donc je dirais que plus vous serez un agent lié, moins vous serez embêté. C'est votre mandant qui sera embêté à devoir lui justifier pourquoi, mais s'il est en même temps le fabricant du produit, pourquoi? Parce qu'il vous demande de vendre son produit, qu'il a fabriqué et vous êtes payé pour. Par contre, c'est vrai que plus vous serez éloigné du fabricant juridiquement, et en France, si vous devenez carrément le mandataire du client final, c'est-à-dire ce que nous on représente étaient les courtiers, là, évidemment, le sujet devient plus prégnant, parce que vous êtes censé être au service de l'investisseur ou de celui qui paye la prime. Voilà. Donc évidemment, les problématiques de conflit d'intérêts deviennent plus prégnantes. D'accord. Pour les courtiers que vous représentez d'une certaine façon, Frédéric Pastier-Devine, quel est selon vous les impacts majeurs de la mise en œuvre de la DDA? Alors, comme l'a dit Patrick Charlet, il y a un point très important pour nous, c'est qu'en fait, on est rentré dans l'ère de l'écrit. L'écrit, le formalisme, les procédures, la traçabilité. C'est-à-dire que ce que l'on dit beaucoup à nos adhérents, c'est que désormais, il va falloir tracer ce que l'on fait, il va falloir écrire ses procédures de vente, écrire ses procédures de conception de produits quand on intervient là-dessus, tracer les formations, le suivi, la gestion prévisionnelle des carrières, la gestion des compétences des salariés, etc. Si on prend un peu de recul, remarque aussi générale là-dessus, c'est que DDA fixe des grands principes qui sont potentiellement assez interprétables. On nous parle de loyauté, de défense du meilleur intérêt du client, de veiller à ce que, par exemple, les rémunérations ne vont pas porter préjudice, etc. Ça ouvre la porte à l'interprétation, ce qui donne à nos courtiers, par exemple, une certaine liberté d'appréciation, mais avec en contrepartie l'aléa disciplinaire et judiciaire. Donc c'est pas quelque chose de très simple à piloter aujourd'hui. C'est une directive en plus qui est une directive encore avec beaucoup d'incertitudes. Si on reprend simplement la définition de la distribution, elle intègre la notion de recommandation. On a actuellement des discussions de place avec la CPR et il en ressort qu'il y aurait dorénavant peut-être 3 niveaux d'accompagnement de nos clients. Un niveau basique où on vérifie simplement la cohérence du produit avec les besoins, et ensuite des niveaux un peu avec une gradation de conseils où j'explique pourquoi il est mieux que l'autre, etc. Tout ceci n'est pas très simple. On a aussi la question des rémunérations où un grand principe est posé, mais tout le monde s'interroge sur que vont devenir les rémunérations proposées, que vont devenir, en tant que courtier, comment je rémunère mes salariés, mon réseau, et en tant que courtier, comment je vais être rémunéré demain. Donc il y a beaucoup de chantiers, beaucoup de réflexions ouvertes, des portes ouvertes par cette directive, mais qui ne sont pas encore extrêmement cadrées. Ce qui est simple à gérer pour un grand courtier, un grossiste par exemple, imaginez pour le courtier de proximité qui est loin de Paris et pas très au fait de tout ça. On a un petit message d'ailleurs d'un courtier internaute qui nous dit les efforts liés à la DDA sont opaques et très lourds. Bernard Delas, vous voulez réagir avant de passer la parole à Patrick Raffort?
à ce que vient de dire Frédéric? Un mot simplement pour dire qu'effectivement, le risque pour le marché, c'est d'aller vers une mise en œuvre qui soit trop lourde et mal comprise des milliers de courtiers et d'intermédiaires qui devront maintenant se référer à ce nouveau cadre réglementaire. Et donc il nous appartient d'essayer de le mettre en œuvre avec beaucoup de pragmatisme, de bon sens. Et c'est un peu l'objectif des réunions de place auxquelles vous faisiez allusion, que la CPR a décidé d'organiser pour écouter dans l'application, dans la mise en œuvre, les préoccupations du marché et pour essayer, à partir de ces matériaux que nous recueillons, pour essayer de préciser nos attentes de telle sorte qu'on ne puisse plus dire qu'il s'agit d'un système opaque. Et lourd, dit-il. Enfin, ça n'engageait que le courtier qui a envoyé ce message. Patrick, vous êtes président de la fédération, la FG2A. Pour vous, votre prisme de lecture sur un ou deux enjeux majeurs de la mise en œuvre de la DDA? Alors, deux enjeux, on parle beaucoup des réunions de place. Et effectivement, que ce soit les assureurs ou les courtiers, ils sont partie prenante de ces réunions de place. Et c'est important parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il peut y avoir des éléments encore un peu flous, manque de précision sur un certain nombre de choses, et c'est surtout interprétable. Et aujourd'hui, on voit que la DDA fixe un cadre beaucoup plus large et qui n'exclut personne, je dirais, du dispositif. Donc la chaîne de valeur dans sa totalité est intégrée dans le dispositif, ce qui est une bonne chose. Les distributeurs, et là je parle du distributeur sur la partie terminale de l'action, c'est-à-dire les distributeurs canaux physiques ou web, sont directement concernés avec un niveau de responsabilité qui est maintenant défini. Il existait un peu auparavant, mais aujourd'hui, il est défini et encadré. Et la FG2A donc, a souhaité créer une commission distributeur pour justement pouvoir établir des relations avec la CPR pour prendre en compte cet élément-là et ce maillon-là. Parce que on voit bien, les assureurs, les courtiers intermédiaires et les intermédiaires à titre accessoire doivent aussi pouvoir échanger avec la CPR pour faire remonter soit des observations, des remarques très opérationnelles sur la mise en œuvre des dispositifs souhaités. Donc ça, c'était la première remarque. La seconde remarque, elle concerne plutôt les coûts de mise en œuvre de ce dispositif, qui encore une fois, je pense, est très salutaire, parce que au sein de la fédération, nous, au sein de la FG2A, depuis très longtemps, on est aussi consumer-centrique, donc ça va dans le bon sens. Maintenant, c'est très coûteux en termes de mise en œuvre, parce que ça rajoute effectivement des éléments, que ce soit le testing, que ce soit la vérification d'adéquation, les audits, et tout ce qui va suivre par ailleurs. Donc, je pense que certains contrats vont sortir de la commercialisation, puisque le coût d'intégration de ces éléments-là sera trop élevé. Et puis le dernier point, qui est lié un peu à ça, c'est que je me pose des questions, mais ça, il faudrait poser la question à notamment fédérations d'assureurs ou de courtiers, c'est que je pense que la tentation risque d'être assez forte de réduire, en fait, contre la chaîne de valeur et de réduire le nombre d'acteurs. Parce que, encore une fois, on voit bien qu'une grosse partie de la responsabilité porte quand même sur le concepteur, qui, en priorité, est l'assureur, éventuellement, ça peut être aussi l'intermédiaire dans le cadre d'une co-conception. Et donc, quelque part, on peut se poser la question de savoir, dans le choix qui sera fait au niveau des assureurs pour choisir les intermédiaires, eh bien, ils voudront peut-être sécuriser le dispositif et n'avoir des intermédiaires que de premier rang. Voilà. Aujourd'hui, avec cette DDA, c'est quoi un distributeur? Est-ce que vous pourriez nous donner une précision, David, sur ce point-là? Un distributeur d'assurance, c'est... Il y a deux manières de le voir. On peut déjà le regarder d'une manière juridique et constater qu'un distributeur, tout va dépendre qui est son mandant. Donc si on le regarde sous cet axe-là, on a des distributeurs pour la partie française essentiellement, puisque ailleurs le système du mandat n'existe pas forcément. Donc ce qui d'ailleurs est une force et une protection par rapport au texte européen dont on ne se rend pas compte. Mais il y a beaucoup de pays où on regrette, quand ils font du droit comparé, de ne pas avoir votre logique de mandat française parce qu'elle simplifie les choses. Alors si on prend cet axe-là, vous avez des gens qui sont mandatés par celui qui a fabriqué, okay, et puis vous avez une deuxième grande catégorie qui sont mandatés par le client, c'est ce que j'ai tout à l'heure. À partir de ça, ce que l'on peut dire, c'est il semble y avoir quand même une plus forte appétence que dans le temps pour
le client qui mandate un courtier, ce qui n'a pas tout révolutionné. Ensuite, on retrouve des sous-segments. Si on prend par la typologie entrepreneuriale et par la manière de travailler de tous les acteurs, et là, quelle que soit la catégorie, on va dire que ce sont des acteurs qui sont finalement assez modernes, qui sont des acteurs assez formés, qui sont des acteurs assez encadrés déjà historiquement, puisque on a des régulateurs depuis un moment, mais on a aussi des organisations professionnelles qui sont très anciennes, et on a tout un tissu d'accompagnement qui est très existant. Et donc, à partir de ce moment-là, on a des acteurs qui, même pour les moins modernes, sont quand même des gens qui aujourd'hui utilisent quasiment tous des outils qui leur permettent d'aller assez vite et d'avoir une capacité d'absorption des contraintes réglementaires s'ils le souhaitent. Ce que moi je trouve de nouveau en tant que patron de fédération, parce que ça n'a pas 10 ans, c'est qu'en fait ce sont devenus des entrepreneurs. C'est qu'ils ne sont plus juste des producteurs de la distribution. Voilà, ils pensent aussi leurs entreprises. Ce qui fait que je pense que certains en effet abdiqueront, disons, je ne vais pas m'en sortir. Pour autant, ceux qui sont des entrepreneurs en général sont syndiqués, sont dans nos associations et ceux-là trouveront l'appui que peuvent leur apporter nos organisations sans trop de difficultés. Voilà. Ça, c'est une vraie révolution. C'est-à-dire qu'on peut regarder, on a eu quelques crises dans les 10 ou 12 ans avant qui viennent de passer et on voit des rebonds avec des actions immédiates des entrepreneurs de l'intermédiation d'assurance dès qu'il y a eu une crise ou un pépin pour retomber sur leurs pattes et redémarrer, type par exemple changer d'offre. Voilà. Et donc, typiquement, ça a été une des réactions possibles, et le faire très vite, et s'adapter aux outils à d'une très très grande vitesse. En tout cas, les acheter, parce qu'après, il faut intégrer les choses dedans. Ça, c'est un phénomène qui est plus long. On va revenir 30 secondes, un petit peu plus de temps sur le rôle de la CPR, avant de parler de questions d'internautes qui parlent de contrôle. Donc avant de cela, je rappelle que le rôle de la CPR, c'est de conseiller, de dialoguer, de protéger, de contrôler, d'accompagner. C'est bien cela, Bernard Delat. C'est pas que du contrôle. Jean-Luc Gambé, bien sûr, le premier rôle de la CPR, c'est la protection des consommateurs. Et sur un sujet comme celui de la mise en œuvre, de l'application opérationnelle de la directive distribution-assurance, il s'agit de vérifier que assureurs et intermédiaires la mettent en œuvre de façon efficace et raisonnable, et en ayant en permanence à l'esprit l'objectif qui est la protection du consommateur. Et à cet égard, je crois qu'il est très important de faire simple. La transposition s'est faite, et c'est heureux, je le pense en tout cas, même si ce n'est pas tout à fait définitif, sans surtransposition de la part des pouvoirs publics français. Le texte est au Conseil d'État. Il y aura peut-être un certain nombre d'aménagements, mais ils seront à la marge, je l'espère en tout cas. Et le but des réunions de place... Aucune certitude pour l'instant sur le sujet? Aucune certitude. Tant que le Conseil d'État n'a pas fini son travail, il a une date butoir qui est le 1er juillet. Et les réunions de place auxquelles nous faisions allusion tout à l'heure sont des réunions précisément de dialogue et de co-construction avec les représentants des professionnels, de la bonne manière de mettre en œuvre opérationnellement et clairement les orientations et les exigences de la directive distribution-assurance. Et si j'avais qu'un mot à ajouter, ce serait pour dire, attention, il y a un curseur entre la gouvernance des produits et tout ce qui doit être prédéfini et formalisé au niveau du concepteur du produit, mais aussi l'information précontractuelle du client, d'une part, et puis d'autre part, le devoir de conseil. Et si je dois choisir entre les deux, c'est bien le devoir de conseil, parce que les attentes du client, il est difficile de les présupposer en permanence. Elles s'expriment toujours de manière différente. Et si on n'écoute pas le client, eh bien le risque est grand qu'on lui vende un produit qui ne correspond pas à ses vrais besoins. Alors moi, j'avais une question que je voulais dédier à Frédéric sur les contrôles. Et puis, je vais rejoindre aussi une question d'un internaute. Les contrôles, ils existent déjà, hein, ils ne sont pas nouveaux. Vous le confirmez. Première question, quelle organisation spécifique en interne pour satisfaire cette mission de contrôle pour la DDA? Et deuxième question qui vient d'un internaute, je ne sais pas qui viendra répondre à cette question, quel contrôle et quelles sanctions pour les vendeurs d'assurance à titre accessoire ne répondant pas aux obligations de la DDA? Donc première réponse, Frédéric. Alors je serais tenté de répondre que
Il n'y a pas d'organisation spécifique à prévoir pour préparer un contrôle. L'objectif, c'est pas de se préparer à un contrôle de la CPR. D'ailleurs, préparer un contrôle, c'est veiller à ce qu'on exerce notre activité en conformité. Donc, je m'éloignerai un peu de toute une organisation qui soit tournée vers la venue hypothétique de la CPR, puisque je crois qu'on a autant de chances d'être contrôlé que de gagner au loto. Hein, je pars sous votre contrôle. Combien Ils sont faibles dans les deux cas. Ça dépend. Et en fait, je crois il y a beaucoup de bon sens et de pragmatisme derrière tout ça. Ce que nous disons, nous, à nos membres, c'est ayez une organisation claire de votre cabinet. Soyez clair dans vos process. On a dit que la DDA, c'était de l'écrit. Donc, écrivez un peu, même si vous êtes un petit cabinet. Documentez. Veillez à savoir exactement et à préciser un peu le qui fait quoi dans mon cabinet. Ceux qui font beaucoup d'intermédiation, dans quel domaine. Gérer ma formation. Très important, l'aspect compétences. Veiller à ce que j'ai une capacité de mes personnels qui soit mise à jour régulièrement, qui soit en place avant même de commencer à distribuer. Donc c'est une approche extrêmement pragmatique et comme on l'a dit, la DDA ouvre un peu une certaine liberté d'action. Quand vous faites des choix d'organisation en termes de politique de rémunération ou autre, justifiez-les. C'est-à-dire expliquez pourquoi vous faites des choix et vous serez sans doute plus à l'aise dans le cadre d'un contrôle si vous êtes capable d'expliquer ce que vous faites. Voilà, donc de façon simplifiée, documentée. Voilà. Et pour cette question sur les vendeurs d'assurance à titre accessoire ne répondant pas aux obligations de la DDA, qu'est-ce qu'on pourrait dire à cet internaute? Déjà, je pense qu'il y a pas de problème d'interprétation. Ouais. Tous les distributeurs vont être soumis à la DDA. Il n'y a pas de contrôle. La seule chose, c'est que il y a effectivement une possibilité de dérogation ou d'exemption d'un certain nombre de dispositifs, mais comme je disais tout à l'heure, le socle en fin de compte de communication sera pris en charge par l'intermédiaire ou par la compagnie d'assurance, mais tout le monde, tous les distributeurs resteront soumis à cette directive. Vous lire, oui, juste rajouter un élément de droit basique. Hein, c'est si on parle d'acteurs qui le font à la marge et qui ne sont pas des courtiers mais qui sont donc des mandataires, ils sont donc sous la responsabilité d'un mandant. Donc à un moment, c'est le mandant qui pourrait être mis en responsabilité par le régulateur ou éventuellement par un juge, la DGCCRF ou autre. Donc il faut simplement que chacun des acteurs fasse son boulot. D'accord. Voilà, basiquement. Par contre, c'est quand même un point important. Je pense qu'il faut, là aussi, il y a une question d'esprit. On a bien vu, le client est au centre, c'est l'esprit de la réglementation. Et je pense qu'il ne faut pas se mettre dans une logique de craindre le contrôle. Je pense qu'il faut se mettre dans une logique de préparer éventuellement cette éventualité. Et se dire, je rentre dans l'esprit du texte. Alors, après, le contrôle peut relever des anomalies. Mais des sanctions ? Mais au-delà de ça, je pense que si on est dans un dispositif qui prend en compte l'esprit du texte, on ne sera vraisemblablement pas sanctionné. Voilà. Parce que, quelque part, l'esprit est là, on prépare les choses, on est à l'écoute du consommateur, on fait comme vous l'avez dit très justement, on essaie d'expliquer le pourquoi des choses en disant pourquoi telle rémunération et c'est la contrepartie de quoi. Et à partir du moment où on est dans cette logique-là, on prépare en quelque sorte un contrôle, mais le contrôle, même si je passe sur le contrôle, même si c'est le fruit, exactement, s'il apparaît quelque chose, une anomalie, elle sera compensée par une attitude et un comportement vertueux à l'égard du consommateur. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut avoir en ligne. Frédéric, vous vouliez intervenir ? Un complément, un cabinet conforme, c'est un cabinet qui permet à ses collaborateurs de se concentrer sur le client, de ne pas perdre de temps après avec la réglementation. Donc je pense que on gagne en efficacité et en qualité de travail. Et puis c'est un cabinet qui a de la valeur. Je le dis à l'intention de ceux qui pensent passer la main un jour. On vend beaucoup mieux un cabinet qui est propre. Voilà. Ça c'est clair. Sur la partie purement affinitaire, Patrick Raffard, vous êtes président de la Fédération des garanties affinitaires. Qu'est-ce que cela change, la DDA ? Alors déjà, je dois dire une chose, c'est que donc, la Fédération a été créée en 2012. On s'est tout de suite placé dans un cadre qui était le respect de la réglementation, mais surtout la prise en compte de l'intérêt du consommateur. Donc meilleure explication des processus qui se voulaient contrôler par des organismes extérieurs, et puis ce qu'on appelle la gouvernance produit, c'est-à-dire mettre en place des systèmes où les responsabilités sont réparties entre les différents acteurs, et plus avoir de systèmes où un des acteurs se retrouve un petit peu en dehors de ça. C'est-à-dire qu'il ne porte aucune responsabilité, il ne fait que distribuer un produit éventuellement sans savoir véritablement ce qu'il fait. Donc aujourd'hui, ce qui est assez drôle aussi, c'est qu'à l'époque, on nous avait, certains disaient qu'on était trop consuméristes.
Et on se rend compte qu'aujourd'hui, eh bien, la réglementation est là, elle s'applique. Elle protège le consommateur. Elle protège naturellement le consommateur. Mais ce que je voudrais dire dans ce cadre-là, c'est qu'on n'en a pas assez parlé, mais c'est une dimension européenne. C'est-à-dire que, alors ça va de soi, mais c'est que ça donne aussi des pouvoirs à la CPR de faire en sorte de faire respecter la mise en place de produits venant de l'extérieur, venant de l'Europe, mais avec des réglementations spécifiques. Il y a un pouvoir de contrôle au-delà des frontières de la France, et c'est aussi quelque part protéger notre activité au niveau national. Donc c'est important aussi qu'on ait cette protection. C'est des contraintes, mais c'est aussi une protection d'avoir une certaine forme d'homogénéisation de techniques de vente et de distribution dans toute l'Europe. On va devoir pratiquement clôturer ce premier débat. Un petit commentaire rapide pour l'un d'entre vous sur les enjeux concrets. En termes de calendrier, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, vous aviez évoqué la date du 1er juillet. 1er octobre Concerne la mise en œuvre opérationnelle, 1er octobre. D'accord. Donc, on est sûr que cette fois-ci... On n'est jamais sûr de rien, mais ça me paraît de plus en plus probable. D'accord. Messieurs, merci d'avoir collaboré à ce premier plateau d'Assurance TV. Avant de vous retrouver pour le deuxième plateau, je vous propose une vidéo de 2 minutes très récente qui présente l'aspect un peu pédagogique du fonctionnement de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est 3% de la surface terrestre, 7% de la population du globe et 22% de la richesse mondiale. Mais surtout, 28 pays qui ont mis en commun une partie de leur souveraineté en vue des mêmes objectifs. Croissance économique, promotion de la paix, libre circulation ou développement durable. Pour atteindre ces buts, l'Union européenne adopte régulièrement des lois. Elle est ainsi la seule à agir sur l'euro et à signer des accords de libre-échange. Tandis que d'autres domaines restent avant tout gérés par les États, comme la justice, la police ou encore le droit du travail. 4 institutions interviennent dans la plupart des décisions. Commençons par le Conseil européen. Celui-ci regroupe les 28 chefs d'État et de gouvernement des États membres. Ils y décident, à l'unanimité, des grandes orientations de l'Union européenne. Le couple franco-allemand y joue un rôle déterminant. La Commission européenne, elle, propose les textes de loi. Elle est composée d'un commissaire européen par État. Les propositions de la Commission sont modifiées et votées par le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen. Avec ses 751 députés élus au suffrage universel direct, le Parlement représente les peuples européens. Le Conseil de l'Union européenne rassemble les ministres des États membres. Pour qu'une proposition de loi soit adoptée, Parlement et Conseil de l'Union européenne doivent s'accorder sur la même version. Une fois adoptée par l'Union européenne et après un délai pour que les États l'intègrent dans leurs droits, la loi s'applique partout en Europe. Merci de nous retrouver sur ce deuxième plateau d'Assurance TV consacré à la directive sur la distribution d'assurance. Nous avons le plaisir d'accueillir pour ce deuxième débat qui durera 25 minutes Bertrand de Surmont, président de la CSCA. Bonjour. Grégoire Dupont, directeur général d'AGA. Bonjour. Laurent Suchet, directeur pédagogique à F2A. Bonjour. Et Isabelle Mona-Lafin, avocate, Astrée Avocat. Bonjour. Bonjour. Nous allons, sur ce deuxième débat, aborder des aspects plus concrets. J'aimerais tout de suite, pour ce débat de 25 minutes, rentrer dans le vif du sujet et parler des impacts concrets dans le quotidien des agents d'assurance d'un côté, des courtiers d'assurance. Donc il y a une question commune qui s'adresse à Bertrand qui va commencer et à Grégoire. Comment travailler concrètement sur la mise en œuvre de la DDA pour les courtiers d'assurance, Bertrand? Oui, merci de la question parce qu'elle est d'importance. Je rappelle en préambule que le cabinet de courtage moyen en France, c'est 250 000 € de commission et 4 personnes.
Donc, par rapport à l'étendue des nécessités de mise en place de cette réglementation parmi d'autres, parce que ce n'est pas la seule, effectivement, ça pose des sujets très pratico-pratiques, d'organisation, de mise en place de process, de suivi de cette réglementation, parce qu'il ne s'agit pas de la mettre en place, il faut la faire vivre. Et ça, j'attirerai jamais assez l'attention de nos collègues sur ce sujet. Donc oui, c'est une vraie question dans laquelle je pense, et Bernard Delas l'a dit tout à l'heure, et je le prends comme de bon augure, il faut que toutes les parties prenantes de la place y travaillent. Les organisations professionnelles, bien sûr, sur la base de mise en place de services dédiés, on y reviendra peut-être tout à l'heure sur ce sujet, mais également le Trésor, également la CPR, parce que c'est une réglementation qui ne va pas se mettre en place toute seule, sauf à peser comme postulat que le consommateur étant au centre du sujet, on peut faire mourir des dizaines de cabinets de courtage sous le prétexte de la mise en place de cette réglementation. Donc des problèmes très concrets au quotidien des courtiers, avec je suppose aussi une logique de coût et d'investissement peut-être, non aussi. Et tout ça est très coûteux, à la fois en argent, en investissement, mais en temps homme. On est sur des processus qui sont longs, ça a été rappelé dans la précédente table. Le métier de courtier est un métier, a été longtemps un métier de maquignon, un métier de la parole, un métier dans lequel on se tapait la main. Bon, c'est plus possible là. L'histoire fait que les choses ne sont plus possibles de la sorte. Mais voilà, c'est culturellement, on est en train de vivre un véritable changement, un choc, un tsunami et qu'il va falloir véritablement accompagner. Est-ce qu'on a le même choc, Grégoire Dupont, directeur général d'AGA, pour les agents généraux? Alors, on a le même enjeu d'une réglementation conçue pour des grandes entreprises, applicable à des TPE, de même que pour les courtiers, les agents généraux, donc 12 000 agents généraux. L'effectif moyen, c'est 2 à 3 collaborateurs. Donc on a bien une complexité forte. Évidemment, on n'a pas de directeur juridique ou de directeur de la conformité dans une TPE de 3 personnes, qu'on l'ait en tête. Alors, on martèle qu'il y a un principe de proportionnalité dans ces dispositions. Mais quand on parle de mise en œuvre pratique, qui est la question Jean-Luc, il y a quand même un paradoxe. Cette directive, ce ne sont que des grands principes. Vous ouvrirez le code des assurances quand il sera transposé, vous regarderez ce que la CPR pourra nous écrire. Il n'y a rien d'écrit, d'opérationnel, je dois faire ci, je dois faire ça, etc. Ce ne sont que des grands principes. Donc c'est très compliqué d'anticiper cette réglementation. Nous, ce que nous faisons avec les gens, c'est que nous essayons de leur expliquer l'esprit, le mot a été utilisé tout à l'heure, c'est l'esprit des textes, les enjeux, les principes. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on retravaille sur la rémunération? C'est quoi le concept de conflit d'intérêts? Mais c'est très compliqué aujourd'hui, la mise en œuvre, avec une complexité supplémentaire pour les agents généraux que je représente ici. C'est que, comme il s'agit de grands principes, comme pour Solvabilité 2, ces principes vont être digérés par la compagnie mandante des agents généraux et choisir de faire un petit peu plus bleu foncé, compte tenu du fait qu'on travaille sur tel produit. Une autre compagnie pourrait être un peu plus bleu clair sur tel ou tel point. Donc, la préparation est complexe, puisqu'on doit attendre pour les agents généraux, pour une part, que leur choix d'organisation soit fait, le déploiement, qui va passer beaucoup par du déploiement informatique, soit fait par des outils supplémentaires. Donc, on peut sensibiliser, c'est ce qu'on explique, c'est ce qu'on fait. On explique, mais la mise en œuvre opérationnelle est fonction de la première digestion qui sera faite par les compagnies. Et les compagnies sont encore dedans, et on ne leur jette pas la pierre. Tout ça est assez compliqué. Elles n'ont pas encore digéré, les compagnies sur Mais les textes ne sont pas sortis. C'est toujours le même sujet. Alors, on disait que 99,99% des... oui, mais justement, le pourcentage qui reste, peut-être pas 1%, peut-être un peu plus, et justement l'objet de ces discussions. Mais par exemple, le texte, oui, est quasiment finalisé. Alors, on l'a pas, c'est un peu l'Arlésienne. Il y a Conseil d'État, on l'a vu passer par là, il repassera par là, voilà. Mais on a quand même là un enchaînement de 6 réunions ACPR et organisations professionnelles qui a lieu en ce moment. Donc si le texte était limpide, on n'organiserait pas une série de 6 réunions, etc. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que concrètement, les agents ou les courtiers ne peuvent pas se préparer concrètement. C'est ça? Non. Ils peuvent se préparer dans l'esprit, oui, mais pas concrètement. Non, je pense que non, il faut surtout pas laisser penser ça. Ça serait, je crois, très très dangereux. Je crois que soit à 75, 80, 99% du sujet.
il est impératif que les intermédiaires, au sens large, puisqu'on la réglementation parle à l'intermédiation, à tous les intermédiaires, pardon. Il est indispensable que ces intermédiaires se mettent en marche. Et je sais, et ça a été dit tout à l'heure, mais je pense qu'il faut le rappeler, Grégoire l'a très justement souligné, voilà, un cabinet de 3 personnes ou une agence de 3 personnes, ben c'est très compliqué, ne serait-ce qu'en termes de fonctions réglementaires pour accompagner ce mouvement. Donc, non, il y a des choses à faire, il y a un état d'esprit à adopter, il y a à s'informer déjà, je pense que ça peut commencer par là, et puis il y a à interpeller les associations professionnelles pour se mettre en marche, parce que on a obtenu à grande débauche d'énergie le recul de la date d'applicabilité de cette DDA au 1er octobre. La pire des choses, et nous, organisations professionnelles, on porte une grande responsabilité face à nos autorités de tutelle, la pire des choses serait que l'ensemble des courtiers et des intermédiaires arrivent au 1er octobre en n'ayant rien fait. Et là, on est sûr qu'on perd toute crédibilité dans le cadre des futurs rounds qui manqueront pas d'intervenir. Donc non, il faut se mettre en marche, s'informer. Voilà, je pense qu'il y a tous les moyens, tous les outils pour entrer dans le mouvement. D'accord. Donc pas trop d'inquiétude sur la... Si je peux donner un exemple, par exemple. Il y a un principe d'une revue des politiques de rémunération. La politique de rémunération, pour être clair, c'est la rémunération variable des salariés commerciaux. Voilà, c'est les primes. Ça doit être revu. Voilà. Et bien là, très concrètement, ce que nous faisons, on commence à expliquer à nos agents généraux employeurs, de commerciaux, de collaborateurs qui ont une rémunération, une prime sur objectif fonction du chiffre d'affaires, il faut que vous leur expliquiez que ça va changer. Déjà ça. C'est un point, parce que c'est quand même extrêmement sensible. Les préparer au changement. Les préparer au changement, et après, nous-mêmes, organisations professionnelles, comme chacun le fait, on va proposer des modèles d'avenant au contrat de travail, prenant en compte, ce qui est complexe, le fait d'avoir des incitations à l'activité commerciale, qui est le job des commerciaux, et qu'on soit conforme aussi à l'esprit de la directive, etc. Donc c'est ça, par exemple, c'est très concrètement, leur dire, monsieur Dupont, commercial dans telle agence, il faudra quand même qu'on va se poser la question très prochainement, dans 1 mois, 2 mois, on va devoir regarder si la rémunération qu'on a signée il y a 3 ans, qui marche très bien, je suis très content de vous, on va peut-être devoir la faire évoluer. Donc il y a quand même une phase de descente au niveau des collaborateurs très concrètement. Voilà, on pourra parler de formation tout à l'heure, mais c'est des choses là qui sont à faire maintenant. Et après, on a besoin vraiment de passer sur des outils. Dans telle entreprise, on fait tel produit, on a tel marché. C'est ça qu'on doit changer. Ça, on n'a pas de sujet. Voilà, il y a tout un travail de prisme, de passer au tamis du mode de fonctionnement, des grands principes pour arriver à ça, faut qu'on change. Ça, faut qu'on ne change pas. Ça doit être changé de manière différente. En attendant, la politique compagnie pour les agents, parce qu'il y a ce prisme de compagnie, j'insiste, qui est important. Mais voilà, il y a des choses à faire tout de suite, mais toujours avec ce grand écart un petit peu compliqué entre grands principes et qu'est-ce que je fais réellement. Et là, malheureusement, c'est le chef d'entreprise qui doit s'y mettre, et notamment dans ces TPE, de dire, dans mon organisation, qu'est-ce que ça change ? Il est aidé par cette organisation professionnelle, il est aidé par cette émission, par exemple, mais c'est à lui d'endosser une bonne partie du travail. Malheureusement, encore pour lui. Alors, une petite question avant de questionner Isabelle sur les courtiers devront-ils accentuer leur relation avec les compagnies, la remontée d'informations. Les courtiers évoquent le risque de perte d'indépendance sur ce sujet-là. Vous en pensez quoi, Bertrand ? Non, je ne crois pas qu'il y ait de risque de perte d'indépendance. Il y a, je dirais, avant d'aller plus avant dans le sujet, le problème de cette réglementation, on le sent dans la relation courtier-compagnie, c'est un problème de déplacement des curseurs de responsabilité. Voilà. Donc, sur des sujets qu'évoquera probablement Isabelle tout à l'heure, sur l'époque, sur toutes ces choses-là, on sent bien qu'à travers des mandats de délégation qui existent entre compagnies et courtiers et qui vont devoir être vus, voilà, on sent bien qu'il y a des tentations de faire bouger les lignes. Bon, on verra comment ça se passe. De quel côté la ligne pour ceux qui... Voilà, vous savez que quand même il y a des grands intervenants en matière d'assurance et que voilà. Mais effectivement, c'est pour ça que je reprends l'origine du sujet. C'est effectivement la défense du consommateur, et il faudrait pas que certains, à la lumière de la mise en place de cette réglementation, ne l'oublient par trop. Je le dis d'autant plus facilement que le courtier étant mandaté par son client, il a une place naturelle dans le cadre de ces dispositions. Voilà, maintenant, est-ce que ça va changer quelque chose avec les compagnies ? Je pense que
on est dans un mouvement, on n'est pas en train de créer une réglementation et une applicabilité ex nihilo. Il y a eu la DIA 1 en 2005, qui, encore une fois, a trouvé son application, j'ai envie de dire, progressive, pour être soft. Voilà, je pense qu'il y a un mouvement qui est en cours. Je pense, par contre, et je suis persuadé, et je crie souvent, je lance cet appel sur le fait que simplifions la mise en place, essayons de trouver des accords de place sur les mandats d'encaissement, essayons de trouver, on en reparlera probablement tout à l'heure, des logiques d'IPID ou des logiques de documents commerciaux qui soient communs, qui soient standardisés. Si on veut simplifier, alors oui, il va falloir faire dans le pragmatique et il va falloir prendre chacun des items de cette réglementation et dire, voilà, sur ce sujet-là, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour simplifier la vie de tout le monde et en bout de chaîne, la vie du consommateur. C'est ce que tout le monde attend d'ailleurs. Oui, c'est ce que tout le monde dit. D'accord. On verra si c'est ce que tout le monde fait. D'accord. On a entendu dans le plateau précédent parler de gouvernance produit. Alors derrière ce terme-là, un certain nombre de gens se posent des questions. Isabelle, concrètement, c'est quoi la gouvernance produit et surtout, comment on doit s'organiser ? Voilà, alors c'est le sujet effectivement anxiogène. Voilà. Alors je ne voudrais pas rebondir pour que nos téléspectateurs finalement décrochent et disent on va changer de métier, mais il faut en parler. C'est un sujet nouveau là pour le coup. Là où je rebondirais sur ce qu'a dit Bertrand, c'est qu'il y a des sujets qui ne sont pas nouveaux dans la directive distribution. Il faut quand même rassurer les gens sur le fait que les chantiers de mise en œuvre pour les intermédiaires traditionnels, ils sont en œuvre depuis 12 ans. Donc tout n'est pas nouveau dans la directive distribution, mais ce sujet est nouveau. La gouvernance produit, c'est un petit peu l'avènement d'une relation plus transverse dans la distribution du produit. On peut y voir des côtés négatifs, et c'est l'écueil effectivement d'une potentielle usine à gaz d'organisation et de mise en œuvre. Et là, je rebondis sur les deux représentants majeurs des acteurs principaux de la distribution de produits d'assurance, c'est-à-dire des entreprises de petite taille. On pourrait faire de la gouvernance produit un fantôme, quelque chose de très chronophage et au final pas efficace du tout. Alors qu'au départ, l'idée est belle, je pense, et elle est juste, parce qu'elle va rééquilibrer effectivement les forces et aussi, à mon sens, c'est des responsabilités, mais dans un sens peut-être plus favorable aux distributeurs, dans la mesure où ce texte dit quoi ? Ce texte dit, dans la mise en œuvre de la commercialisation d'un produit, il faut que concepteurs, qui peuvent être soit les fabricants, soit les distributeurs, soit les deux, se mettent d'accord et arrivent à démontrer que le produit a été conçu pour un certain nombre de clients, dont on a identifié les caractéristiques, les appétences, les propensions à s'intéresser aux produits, la capacité à comprendre ces produits, que ces produits aient un niveau de complexité qui soit adapté à des canaux de distribution. On ne vend pas la même chose par téléphone que ce qu'on vend par Internet, ou que ce qu'on vend face à face, ou que ce qu'on vend dans une relation de suivi avec des clients. Et en fait, tout ça dans l'esprit d'éviter des réclamations et d'éviter que des clients se retrouvent face à des situations de produits d'assurance inadaptés à ce qu'ils sont et à ce qu'ils sont capables de comprendre, et des distributeurs aussi, qui soient confrontés à des mécanismes de commercialisation qui soient totalement orthogonaux par rapport à leur capacité d'organisation. Et justement, par rapport aux petites entreprises, qui sont l'essentiel du monde de la distribution, cet enjeu peut être un enjeu, effectivement, de défense d'un modèle économique qui soit un modèle économique de simplicité et de pragmatisme. Donc, la gouvernance produit, je pense que c'est un enjeu dont les distributeurs doivent se saisir. Et au contraire, pour dire, nous allons travailler avec les fabricants pour leur expliquer que le concept du produit doit avoir un versus pratique de distribution compatible avec nos moyens. Alors, comment ça va se passer en pratique ? Aujourd'hui, nous, on y travaille beaucoup parce qu'en fait, on a avocats, on y travaille énormément parce qu'on a beaucoup incité effectivement nos clients à ne pas attendre et surtout à se mettre déjà en conformité avec la première directive. Et si déjà on est conforme dans son exercice professionnel aujourd'hui, on est déjà très bien préparé à l'introduction de la deuxième directive. Mais sur ces sujets-là, eh bien, c'est l'idée de travailler sur la transversalité dans l'entreprise, c'est-à-dire de faire que se parlent des juristes, des gens du marketing, des gens de l'informatique, ou dans une petite entreprise, un patron et ses salariés. Parce que finalement, concrètement, c'est tout à fait possible et on se rend compte à l'échelle des agences générales que nous suivons énormément ou des courtiers de petite taille que nous suivons énormément, eh bien, vous pouvez remarquer que même dans une entreprise de 3 ou 4 personnes, parfois, on ne sait pas se parler. Parfois, on imagine des choses et c'est ça la gouvernance produit. Et puis derrière, c'est d'aller voir
ces fabricants, donc ces prestataires de services, organismes d'assurance ou banques, pour essayer de travailler avec elles sur la conception ou l'organisation de la distribution d'un produit. Alors, les forces peuvent paraître déséquilibrées quand on est un petit courtier, mais on sait qu'aujourd'hui, la distribution, en fait, du tout petit courtier n'est jamais souvent faite en direct avec une compagnie d'assurance, elle est souvent faite par l'intermédiaire de réseaux de distribution. Et de fait, effectivement, on sait que les courtiers grossistes ont notamment un rôle important à jouer dans cette démarche. On sait que les réseaux intégrés, il y a plein de formes de réseaux, peuvent apporter cette compétence. Néanmoins, la gouvernance des produits, c'est tout simplement être capable de se mettre d'accord. Alors ça se résoudra très certainement par des dispositions contractuelles. On contractualisera les conditions dans lesquelles le produit est distribué. Ça générera, comme l'a dit Bertrand, des répartitions de responsabilités, mais je dirais, pourquoi envisager que les intermédiaires traditionnels soient défavorisés dans cette négociation ? Je pense qu'il faut au contraire être optimiste et se dire que jusqu'à maintenant, la législation faisait peser essentiellement sur l'intermédiaire la responsabilité de la distribution. C'est peut-être la possibilité aujourd'hui de se dire qu'on est plutôt dans une co-traitance, dans une collaboration, et que cette gouvernance des produits, elle pourra permettre, notamment aux autorités, qui je crois l'ont parfaitement saisi et compris, de dire que c'est aussi le fabricant qui est un petit peu responsable du produit qu'il met en œuvre. Alors un dernier sujet sur ce sujet-là, c'est surtout le dommage. J'ai toujours dit, et c'est vrai que ça surprenait beaucoup, il y a 3 ou 4 ans, que cette directive, pour moi, aurait un impact énorme sur le dommage, beaucoup plus sur la vie, puisque la vie, elle a déjà eu son lot de réglementations et de recommandations. Pourquoi ? Parce que ce sont les produits dommages qui sont très techniques. Ce sont les produits d'assurance de dommages qui relèvent de la plus grande technicité en assurance. Et là, effectivement, c'est aussi l'enjeu pour la distribution de dire, écoutez, expliquez-nous ce que vous allez voulu mettre pour que nous, face aux clients, nous ne soyons pas en porte-à-faux, distributeurs, soit quand on vend, soit quand on gère les sinistres, d'aller dire au client qu'il n'a finalement pas acheté ce qu'on lui avait vendu de façon prétendue. Donc c'est aussi un enjeu de clarification. Et c'est pourquoi j'aimerais optimiser cette gouvernance des produits et inciter les acteurs à s'y mettre en créant des groupes de travail pour négocier avec les fabricants. Bertrand, je vous voyais... Vous savez, je voulais juste intervenir sur ce sujet des POG. Alors les POG, pour nos internautes. La gestion des produits, dont vient de parler, la gouvernance des produits dont vient de parler Isabelle. Une des déviances possibles qu'on commence à observer, c'est que certaines compagnies se disent, sur tel type de marché qui est trop petit, trop peu rentable, je vais sortir. Parce que j'ai pas envie de gérer 36 marchés cibles pour le compte d'une intermédiation. Donc, il va y avoir, sur cette réglementation, des logiques économiques qui vont très, très vite prendre le pas. Et, en tout cas, nous serons, très vigilants sur le fait qu'il n'y ait pas des trous qui se créent dans le marché de capacité de souscription sur certaines typologies de marché. On a trop récemment vu ce que ça donnait dans d'autres secteurs. Donc, il va quand même falloir être assez vigilant aux conséquences, là pour le coup, on reste dans le pratico-pratique de cette réglementation, et ça en est une. Quand vous dites rester vigilant, ça veut dire quoi comment concrètement ça va pouvoir se passer, cette vigilance ? C'est d'abord se tenir au fait de ce qui se passe sur le marché, et ça, nos adhérents nous font remonter l'information. Mais c'est interpeller les compagnies, interpeller la FFA, bref, il va falloir qu'on soit... qu'on soit vigilant, qu'on soit présent sur cette petite partie de l'application de la réglementation. Sur la gouvernance produit, toujours, ça va être l'interprétation, la mise en œuvre qui va. Mais on a des choses qui peuvent être aussi positives. Il y a une logique à l'heure qu'il est, les éléments d'information sont plutôt descendants à aujourd'hui, même s'il y a des protocoles, etc., de la compagnie vers le distributeur. Est prévu à mettre en œuvre, à concrétiser des éléments de remontée, c'est-à-dire certains, dans mes équipes en interne, on parlait de rôle de devoir d'alerte du distributeur. En tout cas, il y a une mission, une obligation de remontée d'informations, de difficultés, dysfonctionnements, etc. Et ça, si c'est bien fait, si c'est réellement mis en œuvre, ça peut être intéressant. C'est très positif. C'est très positif. Et s'il y a pris en compte par la compagnie et d'une masse de distributeurs, qu'ils soient agents ou courtiers, de dire on s'est aperçu qu'il y avait tel et tel point qui bloquait un peu, le rond ne rentrait pas dans le carré, etc. On va adapter notre produit, etc. Donc il y a, comme dans toute réglementation,
à la fin, ce sera du bon ou du mauvais, mais ça dépend de la façon dont on va le mettre en œuvre. Mais il y a des choses intéressantes dans cette logique de remontée. Justement, c'est un peu il y a la logique de responsabilité et cette logique aussi de gestion de l'information. Donc, à voir. On a vu la gouvernance produit. Maintenant, on va peut-être aborder les enjeux de formation. Ils sont, je crois, relativement importants pour l'ensemble des professions concernées. Laurence, c'est quoi les nouvelles obligations des DA sur la formation et de façon très concrète, qui cela concerne et quels moyens doit-on mettre en œuvre pour cette formation ? Alors, on va essayer d'être concret, effectivement. Donc, on a une obligation de formation aujourd'hui, une formation initiale, donc dans le cadre de la capacité professionnelle. La nouveauté des DA, c'est une obligation de formation de 15 heures, formation annuelle, pour permettre aux distributeurs d'assurance d'être au fait de toute l'évolution de la réglementation. Donc, la nouveauté, c'est d'abord cette obligation de formation continue. C'est ensuite un spectre plus large, puisque ça concerne les intermédiaires d'assurance, leur personnel, mais également les personnels des entreprises d'assurance qui exercent l'activité de distribution et également les personnes qui animent les réseaux. Donc vous voyez un spectre beaucoup plus large. Une date d'application à février 2019 et quant aux personnes concernées, donc je vous l'ai dit, les seules personnes qui sont exclues de ce dispositif, c'est les distributeurs à titre accessoire dans certains cas, notamment ceux qui travaillent sur tout ce qui est perte, vol, bagages, etc. Donc c'est vraiment une petite population par rapport à l'ensemble des personnes concernées par la formation. Quant aux aspects pratiques et comment faire, donc tout à l'heure Bertrand et Grégoire disaient que les petites structures avaient déjà beaucoup de choses à intégrer, à mettre en place par rapport à DDA. La formation en fait partie. Nous, on a beaucoup de questions de nos clients et donc ça fait un certain temps déjà qu'on travaille sur la mise en place d'un dispositif qui soit souple, qui soit digital, qui permette à chacun de pouvoir continuer l'exercice de sa profession, mais qui en même temps permette de répondre aux obligations de formation. Donc là, on est en train de mettre en place un dispositif sous forme de COC, donc un dispositif de COC. Donc c'est un dispositif, pour parler un petit peu plus français, c'est un dispositif qui sont des cours ouverts à une sélection de personnes, notamment des personnes salariées d'entreprise. Donc, on va essayer de faire des COC dédiés à différentes... Des COC dédiés à différentes populations. Donc, nous aurons des COC proposés notamment aux intermédiaires directement, aux entreprises, aux mutuelles, aux institutions de prévoyance. Et donc, on connaît relativement bien la multimodalité chez AF2A. Là, l'intérêt, c'est de pouvoir offrir cette multimodalité au service de cette obligation de formation et de proposer à la fois des modules e-learning, mais également des webconférences, de proposer des vidéos avec des experts, comme par exemple Grégoire ou Bertrand, sur des thématiques qui les concernent. C'est en tout cas de proposer un dispositif qui soit à même de faciliter la vie, notamment aux intermédiaires d'assurance de petite taille, pour leur proposer quelque chose clé en main qui leur permette de répondre à leurs obligations, puisque c'est une obligation qui arrive pratiquement demain. Donc on va essayer d'être prêts et de leur proposer quelque chose qui colle parfaitement à leurs obligations. Mais vous le serez, j'en suis persuadé. Moi aussi. Les intermédiaires en ont besoin. Grégoire, une réaction ? Oui, c'est vrai que c'est... Alors, pour le coup, dans l'ensemble du texte, à titre personnel et pour l'organisation, c'est peut-être le vrai bon levier. Parce qu'on peut empiler les textes, les documents à donner, les procédures, dans tous les sens. On peut, très bien. Mais se dire, et je trouve ça humainement très intéressant, à l'heure du tout digital, etc., de se dire que c'est la personne qui vend, qu'elle soit au téléphone, qu'elle soit en face à face, quel que soit le réseau de distribution. C'est là qu'il faut mettre des moyens. Je trouve ça assez sain, juste et peut-être efficace. Complètement. Voilà. Ouais, donc c'est plutôt, moi nous regarde les agents généraux et la fédération que je représente a toujours eu, avec son programme Cap Compétences en partenariat avec DESA, a mis l'accent sur ce point-là, mais toutes les fédérations le font. Je trouve ça assez sain qu'on s'intéresse à, finalement, pour utiliser un autre mot beaucoup plus RH, à l'employabilité et à la compétence des collaborateurs dans le secteur d'activité. Là, on arrive finalement de manière assez intéressante entre des obligations de formation professionnelle, vous êtes une spécialiste, vous le savez, qu'il faut maintenir à niveau les professionnels, et puis finalement on arrive au même point avec les obligations réglementaires. C'est-à-dire il faut que les personnes
soit à niveau, le monde change, la partie réglementaire, la façon de distribuer les produits. Donc c'est plutôt, même si c'est lourd, même s'il y a une logique de coût, donc il faudra mettre de l'e-learning, il faudra mettre de la souplesse, il faudra etc. Mais l'enjeu pour le coup est intéressant et aux petites agents on n'y va pas les pieds en traînant les pieds parce qu'on trouve que c'est finalement intéressant de se donner un gage de on veut professionnaliser ce mode d'exercice, cette activité particulière qui est la distribution. Donc on le regarde plutôt positivement, même si en enjeu organisationnel ça va être compliqué quand même. Ça va être très compliqué. Il faut 2 jours, c'est 2 jours par personne à bloquer dans les petites entreprises. Dans l'entreprise, c'est aussi compliqué chez les grandes, il faut l'avouer. Raison pour laquelle effectivement le distanciel peut permettre de jongler et d'avoir un peu de distanciel, d'avoir un peu de présentiel. C'est aussi permettre à chacun de pouvoir répondre à ses obligations, bien sûr. On arrive au terme de notre émission, mais avant cela, je voulais laisser le mot de la fin à une dame. Messieurs, vous avez commencé, donc je vais demander à Isabelle, je vais lui poser une question pour clôturer ce débat. À chaque fois qu'il y a une nouvelle réglementation, on parle de contraintes et d'opportunités. Chaque fois, RGPD, et plein d'autres. Aujourd'hui, Isabelle, c'est quoi l'opportunité de la DDA ? L'opportunité de la DDA, c'est pour moi, effectivement, elle n'est pas juridique, elle est certainement pas réglementaire. Je pense qu'elle va provoquer effectivement une vraie redistribution des cartes sur ce marché. Il va y avoir, par l'ouverture de ce droit de la distribution, on crée finalement le droit de la distribution qui n'existait pas, des acteurs d'inégalité économique très forte. Il ne faut pas se voiler la face. Les GAFA aussi interviendront sur ces sujets-là. Et donc, que vont devenir nos petits intermédiaires de petite taille? Donc, je crois que l'opportunité, c'est de cultiver le small is beautiful et surtout de se dire que tout est permis et qu'il faut donc maintenant affronter ce nouveau marché par une redistribution complète des cartes, à mon sens, dans ce marché de la distribution des produits d'assurance. Alors, nos acteurs traditionnels, ils ont de l'avance. Ils sont censés avoir 15 ans d'avance sur cette réglementation. Mais c'est vrai que l'enjeu pour eux, c'est de s'affronter à des concurrents relativement puissants et qui sont, eux, déterminés à ne pas considérer la réglementation comme une contrainte. Voilà. Je crois que c'est le mot de la fin, c'est les règles du jeu. Nous avions 25 minutes, nous avons un petit peu dépassé le temps imparti. En tout cas, je vous remercie sincèrement de votre collaboration. Merci beaucoup. Nous allons clôturer ce direct en vous rappelant tout simplement notre prochain rendez-vous le 19 avril 2018, direct à 17h. Merci, à très bientôt. Merci.